30 années de guerre civile ont bouleversé le développement de ce royaume de 15 millions d'habitants qui n'a pratiquement rien connu de l'industrialisation jusqu'à la chute des Khmers rouges en 1999. Si l'économie du Cambodge fut de loin la plus dynamique de la région au cours des 10 dernières années, la majorité des Cambodgiens vit toujours d'agriculture et de pêche. On va à la mer. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu la mer? Ça fait 1 an. Nous sommes en direction du golfe de Thaïlande. Là-bas, comme partout dans le monde, les réserves de poissons s'amenuisent, victimes d'une pêche destructrice. Et pourtant, des solutions existent. C'est ce que nous allons voir cette fois-ci. Bonjour! Dis donc, tu pars en vacances ou quoi? C'est quoi tous ces bagages, Martin? On va aller à un hôtel sur l'île. Wow. Ça sent quoi? Un poisson. Ça veut dire que la mer est pas loin alors? Ouais. Pour la première fois depuis 3 ans, la famille abandonne le camion pour embarquer sur un bateau qui les mène sur l'île de Sam Loem. Pour Martin et Shin, privés de leurs repères habituels, cette traversée a un petit goût d'inconnu. Au Cambodge, la pêche emploie près d'un tiers de la population. Mais dans l'archipel de Koh Rong, l'incessant va-et-vient des chalutiers commence à poser de sérieux problèmes. En raclant les fonds marins avec leurs chaluts, ces navires détruisent les algues, les coraux et les rochers qui sont l'habitat de nombreuses espèces. Depuis quelques années, c'est tout l'équilibre de la vie sous-marine locale qui est menacé. C'est beau, Shin? Non, c'est vert. Very nice to see you. Let me carry that one for you. Martin et sa famille sont sur l'île de Sam Loem pour rencontrer Paul Ferber. Ce jeune Britannique est venu passer ses vacances ici en 2007. En plongeant, il a découvert les immenses dégâts causés par les chalutiers locaux. Alors il est revenu s'installer dans l'archipel pour créer une association qui œuvre à la conservation des fonds marins. Avec le concours du ministère de la Pêche, il a obtenu l'autorisation de créer une aire marine protégée au large de l'île. Change the mouthpiece on that one. Pour une quarantaine de scientifiques du monde entier, cette réserve est devenue un lieu d'étude privilégié de l'évolution des fonds marins. Le plus gros problème que nous avons pour le moment, ce sont les chalutiers et les filets qu'ils traînent sur le fond. Cela arrache tout l'habitat sous-marin et ce qui y vit. Le problème est de plus en plus grave. Comme partout ailleurs, on trouve de moins en moins de poissons. Beaucoup de gens sont tentés de venir pêcher ici parce qu'ils se rendent compte qu'il y en a beaucoup dans notre réserve. Alors, tous les jours, nous organisons des patrouilles pour les dissuader. Et la nuit, nous intervenons sans arrêt. Pour rester en bon terme avec les habitants de l'île, Paul et ses équipes insistent. Ils n'agissent pas contre la pêche, mais contre les chalutiers, ces navires qui ne permettent pas de sélectionner les prises et qui menacent directement l'avenir des stocks de poissons. Pour les Cambodgiens peu habitués à manger de la viande, le poisson représente l'essentiel des protéines animales de leur régime alimentaire. C'est aussi la principale source de revenus des habitants de Sam Loem. Beaucoup préfèrent donc pratiquer une pêche responsable qui respecte les cycles naturels. Malheureusement, la plupart des chalutiers viennent des pays voisins, la Thaïlande et le Vietnam. Et leur but est de pêcher un maximum de poissons en un minimum de temps. C'est l'heure là où les bateaux rentrent. On va aller voir ce qu'ils ont attrapé. Oui. Il suffit de jeter un coup d'œil aux prises du jour pour comprendre les dégâts de la pêche intensive. Des éponges, des étoiles de mer
et des cadavres de poissons encore trop jeunes pour être vendus sont rejetés à la mer. Chaque jour, ce sont autant d'espèces sous-marines détruites en vain. À quelques encablures des drames sous-marins qui se jouent en coulisses, Martin et sa famille ont trouvé refuge sous les cocotiers qui bordent la plage de Empey Bay au nord de l'île. Là, c'est la terrasse et le jardin, ici. C'est quoi ton jardin? Regarde, c'est tout ça. Ah, mais c'est un jardin de cailloux. Oui. Et là, c'est les lits. Ouais. Alors, mais tout ça, c'est mieux que notre camion à ton avis ou c'est moins bien? C'est pareil. C'est pareil que notre camion? Oui. Bon. Tu fais comme ça? Ça fait comme des vacances, quoi. Oui. Et c'est plus cool le camion qu'ici. Toi, tu préfères le camion qu'ici? Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeux dans le camion. Ah oui, il y a tous tes jeux dans le camion. Mais quand même, dehors, ça ressemble un peu au paradis, non? Oui. À la nuit tombée, Martin et Fred retrouvent Paul et une équipe de bénévoles qui patrouillent entre les îles de l'archipel. Depuis que la réserve naturelle a été reconnue par le gouvernement, Paul n'hésite plus à aborder les navires qui pêchent illégalement. Relevez le filet! Les garçons ont remis à la mer tout ce qui était encore en vie. Des éponges, des coquillages. Des hippocampes? Non, pas d'hippocampes, mais beaucoup d'œufs, des œufs de calamars, de poissons, des bébés poissons, beaucoup d'habitats détruits. Et tout ça pour cette petite boîte avec à peine une trentaine de crevettes dedans. Alors ce soir, tu es triste? Oui, ce soir je suis triste. Mais je suis aussi content parce que ça fait un bateau de plus qui comprendra que c'est interdit de venir pêcher dans cette zone. C'est un petit peu mouillé? C'est un livre sur le commandant Cousteau. Il a construit un sous-marin pour filmer sous l'eau. Alors pour comprendre vraiment ce qui se passe dans la mer, il faut descendre sous l'eau. Et donc ça va être le cas maintenant, je vais descendre avec une équipe en bouteille pour voir un peu l'état du fond. L'équipe de biologistes réunis autour de Paul travaille aussi à la réintégration des hippocampes dans le golfe de Thaïlande. Régulièrement, ils partent plonger dans la réserve pour étudier le retour des populations de chevaux de mer dans une zone protégée du chalutage.
Parce qu'ils ont besoin de s'accrocher aux plantes aquatiques pour chasser et pour résister au courant, les hippocampes sont un indicateur de choix pour évaluer la bonne santé des fonds marins. Mais comme Fred peut le constater, le fond de la mer est ici quasiment désertique. Et aucun hippocampe n'est encore capable de s'accrocher à une canette ou un paquet de chips. Le golfe de Thaïlande abrite plus de 40 espèces d'hippocampes. 7 d'entre elles ne vivent que dans l'archipel de Koh Rong. Pour qu'elles ne disparaissent pas, l'association a décidé de prendre les choses en main. Ce sont vraiment de merveilleuses créatures à étudier. Et même juste à regarder, à observer, ils sont très élégants, très paisibles. Ce qui m'a particulièrement motivé, c'est de voir l'état de leur habitat dans cette zone. Il a été complètement détruit par de mauvaises habitudes de pêche. Et nous avons l'opportunité de sauver cette créature magnifique et élégante. Dans la nature, leur taux de survie est très faible. Les experts estiment que seuls 1 à 5 hippocampes sur 1000 atteignent l'âge adulte. C'est pour ça que ce programme d'élevage est très utile, à cause de ce taux de survie très faible. Suite à la pêche intensive qui a été pratiquée autour des îles, il est très difficile pour la population d'hippocampes sauvages de se régénérer. Avec des taux de survie de 80 à 90% en aquarium, nous donnons à toute une génération d'hippocampes la chance de se reproduire pour repeupler la mer. Comment il fait pour monter comme ça? Hein? On estime aujourd'hui que 30% des poissons pêchés dans le monde sont rejetés à la mer par les chalutiers. Si rien ne change, l'ONU considère qu'en 2050, toutes les espèces de poissons pourraient avoir disparu des océans. Pour les volontaires de l'association, protéger les fonds marins signifie les préserver pour les générations futures. Le but n'est pas d'interdire la pêche dans l'archipel, mais au contraire de lui donner de l'avenir. Non. Đi chọc bi à? Anh đi bán bi. Wow, two. Chui lên với thắng. Wow. Wow. Beautiful. J'en ai eu 2. We put the small one in the Le water bag. petit, on le remet à la mer. Yeah, thắng bỏ cho tao mình các bạn. Here. Yeah, bỏ cho tao về cái khơi này. Et pourquoi on doit le remettre à la mer là? C'est-à-dire qu'il est trop petit. C'est que les gros. Les petits de cette taille, on n'a pas les droits de les pêcher. Ouais, c'est important ça. Ah oui, gâteau. Is le canot coquille pour lui? Oui. Oui, il va mourir. Alors vous allez le cuire comment? Au barbecue. Un barbecue dans les maisons. C'est bizarre ici, dans ce pays. Il ne sent plus rien le poisson, il n'a plus de tête, c'est juste ses nerfs qui restent dans son corps qui réagissent. Mais il sent rien, il est mort là. Il est mort. Il y a comme une Lego. Pour Martin, Chine, Laure et Fred,
c'est la fin du séjour sur l'île de Samloem. Sur le chemin du retour, l'esprit de Martin vagabonde entre la surface de la mer et le fond de l'océan. Sur les rivages de la baie de Kampong Som, la famille retrouve le camion pour un bivouac entre plage et coucher de soleil. On est sur une plage idyllique et l'heure est à l'atelier pour changer ses amortisseurs. Alors il faut être un petit peu bricoleur mais pas trop, et surtout être bien aidé. Il y a Joël qui vient de Madrid, qu'on vient de rencontrer, qui donne un sacré coup de main. Deux jours de bricolage plus tard, le camion roule à nouveau. Et la famille est de passage à Sihanoukville, le plus grand port du Cambodge, pour y retrouver Kay Lee, un Canadien installé dans l'archipel de Koh Rong depuis 4 ans. Alors on va sur l'île. On va sur l'île aujourd'hui, oui. Sihanoukville est le principal point de ravitaillement pour les habitants de l'archipel de Koh Rong. Ils viennent ici chercher tout ce que l'agriculture et la pêche de subsistance ne peuvent pas leur fournir. Aujourd'hui, Kay Lee est en ville pour récupérer une commande un peu spéciale chez un artisan local. Comme Paul, Kay Lee dirige un projet visant à sauver les fonds marins de l'archipel. Mais il expérimente de son côté une méthode très différente. L'idée, c'est de créer un récif artificiel, ce qui n'est pas une idée neuve. Mais cette façon de faire est assez nouvelle. Je connais des entreprises qui le font, mais à des coûts beaucoup trop élevés pour nous. Alors j'ai adopté une technique inventée par un homme des Maldives qui a obtenu de très bons résultats. Un des avantages, c'est qu'on peut faire travailler la population locale sur ces structures métalliques, ce qui génère des revenus pour eux et implique moins de transport, donc moins de carburant consommé. En plus, c'est facile à faire. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de remplacer les rochers et les coraux arrachés par les chaluts pour donner une chance à la vie de repartir d'elle-même autour de ces récifs artificiels. Pour suivre Kay Lee, la famille doit à nouveau abandonner le camion et embarquer pour une traversée de 2 heures vers l'île de Koh Rong, où se trouve le village de Sangkat. C'est là-bas que vit Kay Lee et qu'il accueille les volontaires qui viennent l'aider dans son projet. Chaque équipe de volontaires passe 15 jours dans l'archipel pour préparer et installer les récifs artificiels. Une fois immergés, ils seront colonisés par des espèces pionnières, comme les coraux ou les algues, qui petit à petit formeront de nouveaux habitats pour la faune sous-marine. Oui, il faut retirer toute la rouille des récifs artificiels et ensuite les enduire d'époxy mélangés avec du sable de plage pour leur donner du relief. Pourquoi ?
Le relief permet aux petits animaux, comme les hippocampes, de s'accrocher plus facilement. Et l'époxy retarde l'oxydation pour que les récifs durent plus longtemps. Pendant que les volontaires terminent les récifs, Martin et Shin partent à la découverte des pontons du village construits sur pilotis. Quel âge a-t-il? 1 mois? 1 mois. Il est vraiment mignon. Pour les habitants de Sangkat, c'est une journée comme les autres. Pour Shin, en revanche, c'est un jour un peu spécial. Pour fêter cet événement, la famille est invitée chez Alessia et Roberto, un couple installé sur l'île depuis 1 an. Vous venez d'où? D'Italie. Je suis venu ici parce que j'étais fatigué par ce qui se passait en Italie. J'ai voulu tenter ma chance et réaliser mon rêve ici. J'étais cuisinier, j'avais mon restaurant en Italie, mais maintenant tout ça m'appartient. Je suis tellement heureux. Ouais, je comprends. C'est une vie tellement douce ici. Regarde. Là, tu ouvres. Ding. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Malheureusement pour Martin et Shin, même un lendemain de fête, il faut aller à l'école. Leur maman, qui est institutrice, veille à ce qu'ils ne prennent pas de retard. Donc t'arrêtes de regarder en l'air et tu te concentres. Merle. Ah bon? Non, ça. Alors, est-ce que l'air des îles est de bonne inspiration pour Martin? Pas vraiment. Il préfère aller jouer, il n'attend qu'une chose, c'est de partir en bateau avec son père, faire de la plongée. Les nouveaux récifs artificiels sont fin prêts. Kylie et son équipe de plongeurs volontaires partent les installer en mer. À l'aide de blocs de ciment, ils lestent les dômes métalliques pour les stabiliser sur le sable. Une fois recouverts de coraux et d'algues, ils seront suffisamment lourds pour résister au passage des filets de chalutiers. Plusieurs espèces qui avaient disparu de la région se sont déjà réappropriées les dizaines de récifs installés par l'association. Grâce au travail des bénévoles, coraux et oursins, poissons et hippocampes commencent à repeupler cet écosystème fragile. Un spectacle fascinant pour Martin, et autant de promesses pour les habitants de l'archipel qui pourront continuer à pratiquer une pêche de subsistance. La famille reprend la route vers le nord du pays, en direction des temples d'Angkor et du gigantesque lac Tonlé Sap. Sur la route, la famille a prévu de faire halte près de Battambang,
la deuxième ville la plus peuplée du Cambodge. À la sortie d'une école de la ville, Fred, Laure, Martin et Chine croisent le chemin des enfants du moine Mouni. Et ils rentrent d'où les enfants, Martin? Ils rentrent d'où les enfants? Ils rentrent de l'école. Où est-ce qu'ils habitent? En fait, ils n'ont pas de papa et ni de maman. Donc il y a un monsieur qui garde les enfants dans une maison. Et les enfants, ils apprennent à vivre. C'est Philippe, un bénévole français qui conduit la famille à Wat Norea, où se trouve l'orphelinat du moine Mouni. Au départ, il voulait simplement offrir un toit à une dizaine d'enfants victimes de la guerre civile et livrés à eux-mêmes dans les rues de Battambang. Son projet a pris de l'ampleur et il accueille aujourd'hui une cinquantaine de jeunes issus de familles pauvres ou rejetés par la population car atteints du sida. Entouré d'une équipe de plusieurs adultes, Mouni transmet à ses enfants les bases d'une vie saine. Il leur permet d'aller à l'école, mais il leur enseigne surtout les rudiments d'une agriculture de subsistance respectueuse de l'environnement. Pour cela, Mouni n'hésite pas à faire du jardin de l'orphelinat un laboratoire pour y tester de nouvelles techniques d'agriculture. Mouni met en place un nouveau procédé de culture. Et là, on est en circuit fermé, l'eau part d'une jarre, monte sur des tuyaux, traverse les bouteilles, redescend dans le tuyau du bas et repart dans la jarre. Donc il n'y a pas du tout de perte d'eau. Donc on a fait les plantations avant-hier. Et il est en train d'améliorer le concept au fur et à mesure parce que l'idée vient juste de photos qu'il a vues sur internet. Et à partir de photos, il a eu envie de faire pareil. Donc il s'est lancé dans ça il y a 4-5 jours. On essaie de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles idées et de nouvelles techniques par nous-mêmes. On enseigne aussi aux enfants à faire tout eux-mêmes pour ne pas dépendre de l'aide du gouvernement. On ne dit pas « aidez-nous, aidez-nous ». On essaie de s'en sortir par nous-mêmes. Avec toutes ces bonnes idées, vous voulez dire que vous pouvez faire des économies et ne pas gaspiller l'argent des dons que vous recevez? Oui, oui. On a besoin d'argent, mais ce n'est pas l'argent qui permet aux enfants d'apprendre. Si on leur en donne trop, ils ne sauront jamais se débrouiller seuls et ils resteront dépendants toute leur vie. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'ils apprennent à être autonomes. Qu'est-ce qu'ils font, Martin? Ils coupent le riz pour les manger. Le riz est le plat principal des Cambodgiens. Ici, ce sont les enfants qui le cultivent, et rien ne se perd. L'enveloppe des grains est récupérée pour produire des champignons hors sol qui remplacent la viande dans le régime alimentaire des enfants. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est anniversaire de janvier. Ils font les anniversaires une fois par mois. Donc aujourd'hui, on fait tous les anniversaires de janvier. Donc là, on va marcher en ville pour aller faire les courses pour le repas de fête. Les Cambodgiens surnomment la région de Battambang le grenier à riz. C'est dans cette province très fertile que l'on trouve les marchés les plus fournis. Chaque jour, les agriculteurs se retrouvent pour vendre leurs récoltes dans le quartier de Psarnat, qui signifie en khmer le marché de rencontre. Aucun doute, Ryoko, la cuisinière du jour, y trouvera son bonheur.
Fred et Laure participent aussi à l'événement et offrent le poulet pour le repas de fête. On va à la boulangerie? Tu veux acheter du pain aujourd'hui? Oui, c'est une bonne idée. Pourquoi on n'irait pas chercher... Avec le curry, tu as besoin de pain? Oui, 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 ils aiment ça. Quand ils mangent du riz tous les jours, quand on leur fait un sondage, qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui avec le curry? C'est du pain. Donc on va lâcher des baguettes, on va à la boulangerie. Trop de riz. Ouais, trop de riz. La dernière fois, on a fait un sondage sur les 56, il y en a 2 qui voulaient du riz, 54 qui voulaient du pain. « 130 baguettes. 130 baguettes? Oui, incroyable. Au Cambodge, plus de 10 000 familles d'agriculteurs cuisinent déjà au biogaz grâce à leur propre bétail. En installant ce système à l'orphelinat, Mouni montre aux enfants comment profiter des excréments récoltés dans les fermes voisines. Transformés en gaz, cela leur permet de cuisiner à moindre frais. Depuis sa création en 1992, l'orphelinat a accueilli plus de 500 enfants. Certains vivent ici depuis près de 20 ans et prennent maintenant les plus jeunes sous leur aile. Le rêve de Mouni s'est réalisé. Ces orphelins ont une nouvelle famille. Nine years old? 9 years old. Ooh, big boy. Happy birthday, Kirikou. 19 years old. Oui, 19 ans. Hello? Oh, clip. Happy birthday, side. 4 years old? 4 years old. Vous connaissez une petite fille qui a 4 ans le 15 janvier? Oh. Chin. C-H-I-N-E. Chin. Voilà, on écoute. Ah, et un cadeau. Thank you. Moine. Qui? Chine. Pourquoi il y a une moine? Elle a eu un petit tarte et une jupe de moine. Bye bye. Yes, we go. Bye bye. Come back. Yeah. Bye. Bye bye. Vous faites un très très bon travail ici. Bonne chance pour la suite. Difficile pour Fred, Laure, Martin et Chine de quitter les sourires de Mouni, Ryoko et des enfants. À chaque étape, de nouvelles amitiés. À chaque départ, de nouvelles déchirures.
La famille reprend son chemin à travers le pays, direction Angkor et ses temples à 200 km au nord de la capitale. Chaque année, près de 2 millions de visiteurs empruntent cette route pour découvrir le plus grand ensemble de monuments religieux au monde. Selon les archéologues, il aurait même été 3 fois plus vaste que ce qu'il en reste aujourd'hui. Entre les racines, Angkor est le témoin de la magnificence de l'Empire Khmer qui régna en maître sur la région pendant 600 ans. T'as vu comme il est géant cet arbre? Les longues racines blanches de ces arbres, appelés fromagers, maintiennent les ruines en état et leur feuillage protège les temples des agressions du soleil et de la pluie. Bellissimo. La flèche nous dit d'aller par là, on va par là. Alors voilà un jeu qui s'appelle le jeu de Saint-Vat. Les petits y jouent de l'argent même. Donc, il faut une tongue, un peu destroy. Ouais. Et le but, c'est de toucher l'argent qui est là-bas. Alors, comme j'aime pas les jeux d'argent, surtout avec les enfants, on a mis un gobelet en plastique. À une quinzaine de kilomètres d'Angkor, la famille a rendez-vous avec un nouveau guide qui connaît comme sa poche le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Ok, par là, non? Nous nous rendons sur le lac Tonlé Sap. Nous sommes accompagnés de Sofat. Sofat travaille pour une ONG qui s'appelle FAC, qui a pour mission d'aider les populations locales à préserver ce lieu unique, par ailleurs déclaré biosphère par l'UNESCO. Véritable poumon pour le Mékong, le Tonlé Sap lui sert de réservoir au moment de la saison des pluies. Sa superficie peut alors quadrupler pendant 4 à 5 mois. Le phénomène cyclique de ces inondations crée un bouillon végétal à l'origine de l'extraordinaire activité biologique du lac. Chaque année, ce sont 300 000 tonnes de poissons qui sont pêchés ici, la moitié de la production annuelle du pays. Mais le Tonlé Sap est lui aussi menacé par la surpêche qui met en danger l'équilibre biologique du lac et les communautés lacustres. C'est quoi ça? En fait, c'est l'école sur l'eau et quand t'écris, ça bouge. L'embarcation traverse le village flottant de Chongniz. Plus de 500 familles vivent sur ce lac au rythme des crues et des décrues.
Ici, les maisons reposent sur des flotteurs ou de gros bidons vides pour s'adapter au niveau du lac. Les enfants se rendent à l'école en bateau, les femmes font leurs courses en pirogue ou attendent le passage du bateau épicerie, tandis que les hommes profitent de ces eaux poissonneuses pour pêcher. T'aimerais bien habiter dans une maison qui flotte? Oui. Pourquoi? Tu peux changer d'endroit. Comme ça, tu déménages sans changer de maison. L'été sur l'eau et l'hiver sur terre. Un proverbe cambodgien dit « À la crue, les poissons dévorent les fourmis, à la décrue, les fourmis dévorent les poissons ». Dans le village voisin de Kompong Pluk, les habitants ont fait le choix de la construction sur pilotis. À la saison sèche, la hauteur de ces habitations perchées à plus de 7 mètres du sol impressionne les visiteurs. Les petites crevettes sont en train de sécher. Ici, tous les villageois dépendent directement du lac. L'ONG FACT représente la communauté des pêcheurs auprès des autorités. Aujourd'hui, c'est Min qui vient constater les désastres causés par la pêche illégale. Que s'est-il passé avec vos filets? Ils ont été arrachés par de gros bateaux qui font de la pêche illégale. Ce sont des Vietnamiens. Comment vous savez qu'ils sont vietnamiens? Je sais que ce sont principalement des Vietnamiens qui ont des gros bateaux. Je les ai croisés sur le lac. Ils m'ont dit que je devais arrêter mon métier parce que, de toute façon, ils allaient être de plus en plus nombreux à venir. Comme tu le sais, ça fait déjà plusieurs années que FACT demande aux autorités d'intervenir. Est-ce que vous commencez à voir des progrès? Est-ce que vous commencez à voir des changements sur le lac? Les autorités sont venues sur le lac, mais elles n'ont rien fait. Ils sont arrivés puis repartis aussitôt sans interpeller qui que ce soit. C'est toujours pareil, ils n'arrêtent personne. Quand les bateaux viennent tout détruire, ça me rend malade. Personne n'agit contre la pêche illégale. Du petit gradé au grand chef, il n'y a que nous qui sommes contrôlés. Je voudrais que le gouvernement arrête de laisser faire sur le Tonlé Sap. Parce que nous ne pouvons plus vivre. On doit emprunter de l'argent pour acheter des filets qui se font détruire avant même que l'on ait eu le temps de les relever. Si ça continue, on ne pourra jamais rembourser nos crédits. En plus d'arracher les filets, les bateaux des braconniers utilisent du cyanure et de la dynamite pour étourdir le plus grand nombre de poissons possible en un minimum de temps. 2 poissons sur 3 consommés au Cambodge proviennent du Tonlé Sap. Mais à cause de cette surpêche, le lac ne pourra bientôt plus fournir de telles quantités. Ok, donc en fait, FAC aide la population ici à retirer un peu la pression sur le lac et qui ne vivent pas uniquement de la pêche. Donc ils les aident à monter d'autres business, comme ce petit business de fruits et légumes, pour permettre aux gens ici de trouver d'autres moyens de subsistance que le poisson. Ça retire un peu la pression. Pendant que les hommes sont à la pêche, FACT organise des réunions pour aider les villageoises à trouver des alternatives durables à la pêche artisanale. Min propose par exemple aux habitants des cours d'anglais pour les aider à se reconvertir dans l'écotourisme.
Certains ont déjà choisi de transformer leurs bateaux de pêche en bateaux de promenade pour les touristes. Mais la plupart se sont lancés dans l'agriculture et l'élevage. Pendant la saison sèche, ils profitent des terres fertiles du fond du lac pour produire des fruits et légumes en quantité. Ici, le praok, une pâte de poisson fermentée, reste la nourriture de base qui accompagne l'assiette de riz des habitants. Mais pour le dessert aujourd'hui, on prépare une petite douceur à la noix de coco. Les villageois aiment ici la déguster sur des boulettes de pâte de riz bouillie mélangées avec du sucre brun. Et tu aimes ça, la noix de coco? Oui, j'aime trop. Il en met sur les boules. Attention, lâchez aussi les canons. On est chez un pêcheur, on attend pour partir pour aller pêcher. Et qu'est-ce qu'on va aller pêcher? Des gros poissons, Ah bon? de cette taille. Et quelle heure il est là? Il est 5h06. 5h06, d'accord. Demain, c'est-à-dire aujourd'hui, les pêcheurs du village sur Piloti savent qu'ils seront contraints de se reconvertir et de trouver d'autres solutions pour vivre près du lac. Il existe pourtant des méthodes de pêche durables que certains villageois ont héritées de leurs ancêtres. Ces méthodes consistent à installer des pièges dans lesquels on appâte le poisson. Cela permet de préserver les fonds du lac et de relâcher vivantes les plus petites prises. Ce sont ces gestes qui permettront de préserver la tranquillité du lac. Ce sont ces gestes qui permettront aux générations futures de contempler un jour les paysages immuables du Tonlé Sap au petit matin.